une fois de plus, Seydou Mboumou Dioya a trompé M. Noah. Et je vais vous démontrer le mensonge de Seydou Mboumou Dioya. Il a trompé Yannick Noah. Écoutez bien la déclaration de Yannick Noah. Seydou Mboumou Dioya l'a trompé. Seydou Mboumou Dioya l'a trompé. Connectez-vous. Connectez-vous. Bon, va dire au fil de cette terre. Parlez doucement. Connectez-vous. C'est le moment où tu as trompé Yannick Noah. Et je mets ce que on suit les déclarations de Yannick Noah pour comprendre le mensonge qu'on a dit à Yannick Noah. C'est le moment où tu l'a bien trompé. Vous savez, lorsque les gens veulent vous tromper, on utilise tous les moyens. Lorsque les gens ont un agenda, et que c'est eux seuls qui savent à quoi sert cet agenda. À quelle heure? À quelle heure? Ok. Je mets la déclaration de Yannick Noah, où j'écoutais. Parce que il ne faut pas que, comme il y a les gens sur la toile, dès que tu parlais un peu, on peut changer de sujet. N'importe qui sort. J'avoue dire comment non, ce n'est pas ça la vérité. Il y a quelqu'un qui fait le bruit là sur la toile, qu'on appelle
Bonsoir tout le monde, connectez-vous. J'ai réussi aussi à faire, j'ai réussi aussi à paramétrer la monétisation de la page. Donc, c'est même pour ça que je n'ai pas mis la musique. Je peux que je sois encore frappé par Facebook. Moi, on dit que c'est nécessaire de valider, de faire la monétisation. Donc, j'étais obligé. Il faut que tout le monde écoute hein, les déclarations de M. Noah. Vous savez, lorsque ça arrive comme ça, qu'est-ce que moi j'ai dit? Donc ça fait 1h30 qu'on parle. J'ai dit, non, prends le Cameroun. Équipementier, ça veut parler. On sponsorise. On donne. Nous travaillons pour maintenir le partenariat à long terme avec l'équipe du Cameroun. Que se passe-t-il exactement avec l'équipementier, le coach sportif et l'Africa? C'est peut-être l'occasion aujourd'hui de clarifier, parce qu'il se dit tellement de choses sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il exactement, Eric? Il se dit tellement de choses sur les réseaux sociaux. Les gens me disent ce qu'ils veulent, ça va. N'importe qui peut parler. Bon, je vous réponds. Je suis au coach sportif depuis que j'ai 19 ans. J'ai un contrat à vie. Ça n'existe pas. Pourquoi? Pas parce que je joue, j'ai arrêté de jouer il y a 30 ans. Parce que je suis conseiller. Je suis conseiller parce que je maîtrise les athlètes, je connais les athlètes. Je sais, ça a été mon métier de coach. J'ai gagné des Coupes Davis, j'en ai perdu, mais je connais mon métier. J'ai coaché l'équipe de France féminine, on a gagné. J'ai un fils à faire le coq sportif FECA Foot. On sait que le coq sportif est votre équipementier historique. Et aujourd'hui, vous savez tout, la FECA Foot a décidé de rompre le contrat. Et vous avez déclaré, Yannick, nous travaillons pour maintenir le partenariat à long terme avec l'équipe du Cameroun. Que se passe-t-il exactement avec l'équipementier, le coq sportif et la FECA Foot? C'est peut-être l'occasion aujourd'hui de clarifier, parce qu'il se dit tellement de choses sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il exactement, Yannick? Il se dit tellement de choses sur les réseaux sociaux. Les gens disent ce qu'ils veulent, ça va. N'importe qui peut parler. Bon, je vous réponds. Je suis au coq sportif depuis que j'ai 19 ans. J'ai un contrat à vie. Ça n'existe pas. Pourquoi? Pas parce que je joue, j'ai arrêté de jouer il y a 30 ans. Parce que je suis conseiller. Je suis conseiller parce que je maîtrise les athlètes, je connais les athlètes. Je sais, ça a été mon métier de coach. J'ai gagné des Coupes Davis, j'en ai perdu, mais je connais mon métier. J'ai coaché l'équipe de France féminine, on a gagné. J'ai un fils qui a fait du sport et qui est un grand champion. Je maîtrise, je sais motiver. C'est mon métier. Je vais dans des entreprises, dans des séminaires pour coacher. C'est mon métier, je maîtrise ça. Je connais aussi, pour avoir été un sportif, la valeur d'un contrat. J'ai signé mon premier contrat, j'avais 15 ans. J'ai mon fils qui a signé des contrats. Des contrats. Vous voyez? Je ne parle pas des contrats des années 80 où j'étais un des joueurs les mieux payés de ma génération. Je parle des contrats des basketteurs là. C'est incroyable. Je sais. Puisque je dois conseiller mon enfant, non? Quand on signe un contrat, si je signe un contrat avec vous, je dis je vous donne temps pour jouer avec. Vous prenez. Et puis, si c'est 2 ans, vous jouez 2 ans. C'est un contrat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 3 ans, la question s'est posée, le Cameroun n'a pas de sponsor.
Parce que l'équipementier président ne veut plus. Qu'est-ce que moi je dis? Qu'est-ce que moi je dis? Ça fait 1h30 qu'on parle. Je dis, mais on prend le Cameroun. C'est suffisant pour moi pour vous éclairer. La parole de M. Noah démontre à suffisance le mensonge qu'on est parti lui dire. M. Noah dit, le Cameroun n'a pas d'équipementier. Quand on parle du voir, le Cameroun n'a pas d'équipementier. Or, c'est archi faux. C'est archi faux parce que Seydou Mbombo Njoya doit dire à Yannick, l'équipementier Puma nous donnait tel montant. Aujourd'hui, l'équipementier nous dit, il nous donne 600 millions. Il ne nous donne plus 1 milliard et poussière comme il donnait. Maintenant, il nous donne 600 millions. Moi, je ne veux pas. 600 millions, c'est petit. Parce que, comprenez bien que Coq Sportif donnait 200 millions. Il faut comprendre comment ils ont emballé Yannick Noah dans l'affaire. C'est pour ça que lui déclare, quand on vient lui voir, le Cameroun n'a pas d'équipementier. Le Cameroun a l'équipementier qu'on appelle Puma, mais sauf que Puma revoit la cagnotte du Cameroun à la baisse, suite à l'imbroglio créé par des fonctionnaires depuis 13 ans à la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun a un équipementier. Le fait que le Cameroun, l'équipementier baisse la cagnotte du Cameroun, c'est le doit le dire à Yannick. Il ne dit pas à Yannick, mais il dit à Yannick, le Cameroun n'a pas d'équipementier. Comment vous expliquez que tu refuses 600 millions pour prendre 200 millions si tu n'as pas des idées derrière la tête? Coup d'état scientifique. Non, Kosbadi, Noah a voulu nous tromper sur quelle base? Écoute ce qu'il dit. Il dit on vient lui voir, il n'y a pas de... On lui dit au Cameroun n'a pas de contrat. N'a pas d'équipementier. Et je vous rappelle, il y a 2 Coq sportifs. 2. Il y a le premier Coq sportif qui a fait faillite. On l'appelait Coq sportif. Maintenant, le deuxième Coq sportif qu'on appelle le Coq sportif. Bien sûr, il continue, tout le monde connaît comment ça se passe avec les entreprises. Lorsque tu as déjà beaucoup de dettes, tu fais faillite, tu reçois avec le tenor en ajoutant soit un LE. Le Coq sportif est différent du Coq sportif. Voilà la base du mensonge. Maintenant, pourquoi donc Seydou Mbombo Njoya va laisser? Oh, parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime toujours vous dire, prenez toujours l'histoire au début. Je ne veux pas laisser pour que les gens écoutent, ça ne sert à rien. Yannick Noah a lâché le mot qui était important. On vient me voir, le Cameroun n'a pas d'équipementier. Or, le Cameroun a un équipementier qu'on appelle Puma. Puma a envoyé l'offre au Cameroun, a dit, si nous voulons continuer sur les nouvelles bases, voici les nouvelles conditions. La cagnotte est partie de 1 milliard et poussière à 600 millions. Parce que, comme je viens de vous dire tantôt, rien ne justifie que tu as un contrat, on te donne 600 millions, tu les laisses pour prendre 200 millions. Rien ne justifie.
Vous comprenez? Ça veut dire que c'est Mbombo Njoya en allant voir Yannick Noah avait l'idée derrière la tête. Avait l'idée derrière la tête. N'oubliez pas que dès le départ, tout ce que vous voyez était lié à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. La dite Coupe d'Afrique des Nations devait être les dirigeants de la fédération avaient déjà validé qu'on joue cette compétition au Qatar pour faire un test pour les infrastructures du Qatar. Parce que comme on n'a pas joué la Coupe de Confédération, qui est souvent un test pour les infrastructures, ils ont donc jeté leur dévolu sur la CAN. Et les gens de la fédération ont validé le projet. Que la CAN se joue au Qatar. C'est pour ça que vous voyez bien le fait que le président de la CAF, Monsieur Motsepo, vient au Cameroun, descend de son avion à Msimalen, prend sa voiture, va directement à Fumban rencontrer le roi Ibrahim Mbombo Njoya. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire là. Parce que le sultan Ibrahim Mbombo Njoya demande les garanties pour son fils. Le président de la CAF arrive donc au Cameroun. Il oublie qu'il a un rang de chef d'État. Pour arriver au Cameroun, il doit se faire annoncer à la présidence. Il ne doit rencontrer personne avant d'avoir eu son tête à tête avec le président. Je vous dis, il descend de l'aéroport en Simalen, il prend la voiture direction Fumban. C'est quand il finit de rencontrer le roi Ibrahim Mbombo Njoya, c'est là où il revient à Yaoundé. Il cherche donc à rencontrer le président. Monsieur Biya, vous le connaissez. C'est un monsieur qui lui, on ne le prend pas avec le dos de la cuillère. Monsieur Biya lui dit, monsieur, je ne vous reçois pas. Il comprend qu'il a gaffé. C'est pour ça que lorsque Seydou Mbombo Njoya perd donc, chemin faisant, le roi Mbombo Njoya décède. Ça, c'est notre sujet. Lorsque Seydou Mbombo Njoya perd les élections, c'est pour ça que vous le voyez, il est maintenu à la tête. Il est maintenu comme 4e vice-président ou bien 3e vice-président de la CAF. Or, les textes disent que le président de la fédération représente, peut être en même temps 1er, 3e vice-président, voire 5e vice-président. Mais c'est d'où? Il n'est même pas membre de l'Assemblée générale. Ce sont les garanties données à son père, à son feu père. Du coup, le passeport italien lui a été octroyé. Il faut bien comprendre. Parce que si le président Biya décide de créer le tsunami sur l'histoire de la CAN, il faut que lui il ait les garanties. Maintenant, il faut aussi bien comprendre que Yannick Noah se retrouve dans ce capharnaüm parce que lui a été manipulé. Yannick Noah ne sait pas que derrière toute cette organisation, il y a une mafia derrière en vue du contrôle du pouvoir de M. Biya. Lorsque Emmanuel Macron décide de venir au Cameroun,
Vous vous rappelez que c'est une visite officielle. On connaît ce qu'il doit faire. Il sera reçu par le président, il y aura un dîner officiel, il va aussi rencontrer M. Noah. Monsieur Macron arrive au Cameroun, sans avertir quelqu'un, il décide de ne pas assister, il décide de ne pas aller au dîner organisé par le président Biya. Il refuse. Il part chez Yannick Noah. Pour les naïfs, je vous rappelle en passant, prenez, je crois, le président Sarkozy. Entre Sarkozy, je peux me tromper, entre Sarkozy et Chirac, un des deux présidents avait installé Lionel Zenzou au Bénin comme le représentant de la nouvelle France-Afrique 3.0. C'est la même chose qu'on est en train d'utiliser Yannick Noah comme le nouveau porte-étendard de la nouvelle France-Afrique 3.0 au Cameroun. À l'heure actuelle où je vous parle, le gratin administratif camerounais, homme d'affaires, il se retrouve chez Yannick Noah pour des demandes de beaucoup de choses. On n'a pas nommé un général ambassadeur au Cameroun en violation avec toutes les règles de Genève, de Vienne. Violation. Mais on a nommé un général. Parce qu'il ne faut pas vous leurrer. La nomination de ce général comme ambassadeur, c'est pour organiser le chaos dans le cas où le président Biya échoue dans l'organisation de sa transition, s'il arrivait à ce que le président Biya meurt. Vous voyez bien que tout le monde souhaite le président Biya la mort, mais ceux qui meurent n'ont pas annoncé la mort. Mais tout le monde souhaite la mort à M. Biya. Il est là. La reine l'a laissé, non? Il est là. Les gens ne font que le souhaiter la mort. Les gens font le calcul sur le fait que s'il arrivait que le président Biya décède, nous pouvons organiser un chaos que nous allons contrôler. C'est pour ça qu'on a nommé un général comme ambassadeur. Ne vous levez pas. C'est pour ça que j'entre pour vous dire en même temps que ne vous trompez pas. Ce qui se joue à l'heure actuelle à la Fédération camerounaise de football et le concours sportif, c'est la recolonisation, la reprise de la main du colon avec ses endocolons. C'est maintenant que l'Europe néocoloniale se rend compte du piège du discours de la bolle de François Mitterrand. Ils se rendent compte que c'était un discours pour le démantèlement de l'Empire français avec l'aide de l'élite française. À l'heure où je vous parle, les gens prient matin, midi, soir.
Ils attendent le gouvernement. M. Biya refuse de faire le gouvernement. Ceux qui avaient fait les calculs en sabotant le travail, comme les Nganou Djoumessi, en pensant qu'on va l'enlever, M. Biya le maintient. Donc, les dossiers qu'il avait foutu le bordel, le rattrapent aujourd'hui. Comme les ponts métalliques, affaire des ponts métalliques. Comme la pénétrante est de Douala. Tout ça rattrape Nganou Djoumessi. Parce qu'il se disait, le gouvernement va arriver là, on va m'enlever. Chacun dans son petit coin ne sait à quelle sauce il sera bouffé. Quand il passe là, au niveau du cerf, il voit les cellules qu'on a construites là, au cerf. Parce qu'on a construit les cellules au cerf comme ça. Quand il passe là pour entrer, il voit les cellules qui sont là au cerf. Il se pose la question, mais qui vont entrer là-bas? On a bien construit les cellules au cerf. Les cellules sont bien construites, correctement et bien. Ça attend juste les occupants. Mais les occupants sont encore dans le gouvernement. Quand ils passent, ils voient les cellules au cerf, ils croisent les bras, ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que le vieux-ci meure avant même? D'où le sabotage de tout ce qui est projet. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je dis juste aux soi-disant, ce sont les soi-disant intellectuels. Parce que si les gens pensent que le droit est quelque chose qui n'est pas une invention de l'homme, je suis désolé. Le droit est une invention de l'homme au même titre que les républiques. Le droit est une invention de l'homme. Pour asservir la masse. Pour asservir la masse. Retenez bien que le modèle de gestion de la cité qu'ils ont copié en Égypte, après avoir démantelé l'empire égyptien, c'est ça qu'ils sont partis reproduire. Quand je dis même reproduire, c'est ça qu'ils sont partis donc reproduire, mais sauf que en changeant de centre. À l'époque, le centre était en Afrique. Lorsqu'ils ont tout détruit, ils sont allés avec tous les manuscrits. Ils sont allés avec tous les manuscrits. Vous voyez aujourd'hui les soi-disant intellectuels qui sont sur la toile. Donc, ne croyez pas qu'ils s'acharnent tous sur Eto'o pour rien. Si vous prenez la toile, vous allez voir que tous les soi-disant intellectuels fonctionnaires ont créé une corporation de ni Eto'o. Ils sont anti-Eto'o. Tous ceux qui sont fonctionnaires en activité, fonctionnaires retraités, sur la toile, pas tous, on peut mettre un pourcentage. Ils sont à 70% Eto'o. Ce n'est pas pour rien.
comprendre pourquoi les fonctionnaires retraités comme en activité qui sont sur les réseaux sociaux sont anti-étau. C'est parce que nous sommes dans un système des privilégiés. Et au sein de la République, il y a un groupe des privilégiés. Et lorsque tu fais une erreur de ne pas savoir qu'il y a un groupe de privilégiés, mais tu n'es pas en train de comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui est en train de se passer avec ces fonctionnaires privilégiés qui habillent leurs privilèges avec des textes de loi qu'eux-mêmes écrivent. Regardez une chose. Lorsque vous regardez sur la toile, vous voyez Onangini qui vous dit « Je ne suis pas contre quelqu'un, je ne suis pas contre Etoni Yannick, mais il y a les étolâtres. » Onangini n'est pas contre Eto, ni contre Yannick, il est neutre. Mais il appelle tout ce qui apporte un soutien indéfectible à Samuel Eto'o, les étolâtres. Dieudonné Essomba vient nous dire que non, c'est une histoire de rapport de force. Nous, on vous a dit depuis que c'est le rapport de force, c'est le gouvernement qui va décider, le président a tranché. Mais vous voyez bien qu'ils ne sont plus sur le débat qui dit que Coq Sportif donnait combien? One Sport donne combien? Parce que s'ils veulent rester honnêtes, impartial, ils doivent rester sur les faits. Les faits, c'est j'ai un contrat dont mon partenaire ne respecte pas. Même si le rapport de force venant de la présidence va donner des conseils, va donner des directives au président de la fédération que voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Mais eux doivent rester dans l'objectivité. Qui dit que même s'il y a un rapport de force qui va pencher en dehors de X ou de Y, eux doivent dire, dans les faits, le contrat de Coq Sportif nous donne tant. D'après les déclarations du président de la Fédération camerounaise de football, One All Sport nous donne beaucoup de choses que Coq Sportif n'a pas. Coq Sportif n'a pas respecté son contrat. Dans ce contrat, il est écrit, si tu ne respectes pas le contrat, chacun de nous peut mettre fin à ce contrat. Clair et net. La fédération a mis Coq Sportif en demeure et a rompu le contrat. Tout ce beau monde ne sont plus sur les faits. Ils sont sur la présidence a dit que, la présidence n'a rien dit. La présidence n'a rien dit. Parce que M. Biya, c'est quelqu'un qui, sa vengeance se mange toujours à chaud. Vous pensez qu'il a oublié ce que vous l'avez fait à la CAN? Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié.
Je vous rappelle en passant que lors de la CAN, Momo Joya avait signé un contrat avec la SABC à hauteur de 500 millions pour que Yannick Noah fasse des spectacles pendant la période de la CAN. À hauteur de 500 millions. Donc là, quand Eto'o arrive, il dit non. La fédération n'a pas d'argent. La fédération ne peut pas financer les spectacles de M. Noah. Mais il ne croit sur ça. Maintenant, il faut aussi remarquer une chose. Les gens vous disent, Paul Biya doit partir. Paul Biya gère mal. Il est vieux. Mais observez. Moi, j'ai questionné quelque chose. Saviez-vous pourquoi les fonctionnaires de la République n'aiment pas que chaque entité ait sa trésorerie indépendante? Exemple, la décentralisation. Savez-vous pourquoi les fonctionnaires ne veulent pas que l'argent qui appartient aux communes leur revient de plein droit? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a dans la République des privilégiés une clause. La clause dit que le salaire est prioritaire. Or, si on commence à prendre l'argent au niveau du trésor public, on dispatche l'argent à toutes les entités, on va commencer à avoir des mois où il ne va pas payer le salaire. Je m'explique. Si on crée une route, on va faire un calcul simple. On a bitumé une route. Yaoundé Bafoussam. Péage Nkomoto, 500. Péage Bafia, 500. Péage à... Je crois qu'il y a 4 péages sur cette route, si je me trompe. Quelqu'un peut me rectifier. Yaoundé Bafoussam. Il y a Nkomoto, il y a Bafia, il y a Baham, il y a son autre péage quelque part dans un petit village là. Je pense qu'il y a 4 péages. Ça fait 2000. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous allez voir l'unicité de la caisse. L'inconvénient de l'unicité de la caisse. Sur quoi les fonctionnaires s'agrippent. Ils ne veulent pas qu'on explose, que chaque entité ait son compte et c'est l'argent que cette entité a travaillé, ça aille dans son compte. Si vous dites que le péage de la route Yaoundé-Bafoussam par jour, ça travaille, je dis seulement 200 000 par jour. Ça travaille 200 000 par jour. Par jour, ça travaille 200 000. Maintenant, vous dites le mois à 30 jours. Vous faites par 30. Vous dites fois 12. Vous trouvez 72 millions. Vous faites donc maintenant les 72 millions par la garantie que vous a offert l'entreprise qui a fait la route. L'entreprise qui a fait la route vous donne la garantie de 15 ans.
fois 15. Ça donne 1,8 milliard. Vous allez bien remarquer que cet argent qu'on perçoit sur les péages, j'ai dit que 200 000. Cet argent qu'on perçoit au niveau des péages, un trou ne peut pas apparaître sur ce tronçon si cet argent était mis dans un compte dont seul le ministère des Travaux publics a accès, le ministère des Transports a accès. Dès qu'on signale un trou, quelque part, c'est là où on prend l'argent pour payer le prestataire qui va aller réparer la route. Vous voyez bien que, or, cet argent que vous voyez rentre au trésor. Et quand ça rentre au trésor, non, ce n'est pas la priorité d'aller réparer la route. Non. Ça va trouver d'autres priorités. Payer le salaire des fonctionnaires. Payer leurs réunions, comité ministériel, comité interministériel, les déplacements. Lorsque le président est en voyage, vous les voyez, ils sortent là, en veste et cravate et les chapeaux et les vestes. Ils sont en mission. Ne croyez pas que... Écoutez-moi ce que je vous dis là. Lorsque le président sort, vous voyez les policiers qui sont sur les carrefours partout là. Ils sont en mission, ils vont émarger. C'est la loi. Or, nous connaissons que tout ça a été fabriqué par le FMI pour que le pays tombe. Pour que le pays tombe. Alors, pour que le pays tombe, il faut créer deux catégories de fonctionnaires. Ce qu'on appelle statut spécial ou bien statut particulier des différentes catégories de fonctionnaires. Ceux des NAM ont leur statut. Les enseignants ont leur statut. Il faut comprendre comment on est en train de démanteler la République. Parce que lorsque moi je parle, qu'on est en train de démanteler la République, on me dit, mais tu te parles que tu l'entendais. Si on dit que je suis mécanicien, la différence qui existe entre moi et un autre mécanicien, c'est l'ancienneté. Si on me dit que moi je suis fonctionnaire, on doit avoir le même statut. On doit avoir le même statut. Du moment où on dit tu es fonctionnaire avec un statut particulier, non. C'est le démantèlement de l'État. Et c'est ça qu'on a appliqué dans presque tous les pays africains. On démantèle l'État à la base. Petit à petit, on creuse la fondation. Petit à petit, on creuse la fondation. Petit à petit, on creuse la fondation. Mes chers frères et sœurs, ça peut prendre 25 ans. On érode la fondation. On crée des distorsions. Les tensions sociales ne font que monter, 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 monter. Après, qu'est-ce qu'on entend? Les États-Unis d'Amérique ont construit, ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, la Pennsylvanie, c'est quel État? Écoutez-moi bien. Vous qui êtes là-bas aux États-Unis,
Pennsylvanie, c'est quel État? Dieu donné. Il n'est pas là. Je l'appelle au téléphone avant de continuer. La Pennsylvanie, c'est quel État? La ville, c'est dans quel État? Avant de continuer. C'est qui là? L'homme est mort. Ferme ta bouche là-bas. Ferme ta bouche. Va chanter dans la chambre. Comment? Parce qu'il faut que vous compreniez comment on crée les tensions, on démantèle votre État. On est en train de démanteler la République au Cameroun. Doucement, doucement. C'est devant nous que ça se passe. Équipementier, ça veut pas dire. Ça veut dire Parce que je peux dire quelque chose là qui n'est pas vrai. Il doit appeler ceux qui sont aux États-Unis. Vous êtes nombreux là-bas. Chemin faisant, on avance, on comprend. Oh, on a construit en Pennsylvanie un musée à la gloire de mes beaux-frères. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à rire. Et j'ai un ami, je lui ai dit, tu as suivi ça, non? La ville de Pennsylvanie a conçu un musée à la gloire de mes beaux-frères. Je dis, ah bon? Si la ville de Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique conçut un musée à la gloire de mes beaux-frères, mais je pensais que la ville de Pennsylvanie allait construire un musée à la gloire des milliers d'esclaves américains. Ils n'ont pas conçu un musée à la gloire des milliers d'inventeurs noirs. Les États-Unis d'Amérique, on n'a pas conçu un musée à la gloire du Wall Street noir. Parce qu'il y avait une petite ville aux États-Unis d'Amérique qu'on a baptisé le Wall Street noir, des noirs. Ça a un petit nom là. Oh, Dieu donné, tu es où? Ça a un petit nom. C'était la ville de... Ça a un petit nom là. Mais participant au débat, il y a qui est même là? Je dis, hein? Regarde, c'est où non?
gens des États-Unis ici, il y a une ville là, une ville aux États-Unis. Il n'y a pas de musée pour cette ville. Ce qu'a subi cette ville, le Wall Street des Noirs, puisque c'est eux qui faisaient les petits métiers à la sortie de l'esclavage. Les gars se sont organisés. Ils ont créé leur ville, leur Wall Street, avec leur bourse, tout. Du jour au lendemain, le gouvernement blanc de la ville, du comté, de l'État, a envoyé les gens du Ku Klux Klan massacrer les Noirs. Il n'y a pas eu de musée à la gloire de la ville. Si c'est Utah, si c'est quoi, quelque chose comme ça, je me rappelle tout très bien. Mais je veux donc vous dire, la cerise sur le gâteau, ce qui va arriver à mes beaux-frères, s'ils tombent dans le piège. Je veux leur dire, il faut qu'ils m'écoutent. Et ça va arriver. Lorsque les Yuza ont voulu démanteler la Yougoslavie, moi je parle avec les faits. Quand je veux parler de quelque chose, je prends d'abord un fait réel. Je vous oppose ce fait réel. Maintenant, on s'assoit, on croise les bras. Oui, ici. Lorsque les Yuza ont voulu démanteler la Yougoslavie, ils se sont appuyés sur un groupe. Ce groupe, on a appelé ce groupe les Serbes. Écoutez-moi très bien. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Lorsque je vois, on me dit qu'on a conçu un musée à la gloire de mes beaux-frères en Pennsylvanie, je ris. Il dit que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Les États-Unis ont dit aux Serbes, c'est vous les plus intelligents de la Yougoslavie. C'est vous les plus forts. C'est vous les plus forts. C'est vous les plus élégants. En matière de sport, c'est vous. Vous vous rappelez, dans le sport élite mondial, on connaît qu'il y a le golf, mais le plus populaire, c'est le tennis. Les Serbes étaient des bons tennismen. Vous comprenez? Les Serbes étaient des tennismen. Voyez-vous, aujourd'hui, ils ont tellement poussé les Serbes à ce que les Serbes pensaient qu'ils sont au-dessus des autres peuples de la Yougoslavie. Or, c'était le calcul des Américains. Pousser les Serbes jusqu'à ce que les Serbes pensent que ils sont au-dessus des autres peuples de la Yougoslavie. Ça veut dire les Croates, les Albanais, les Kosovars, tous les petits peuples de la Yougoslavie, parce que la Yougoslavie c'était plusieurs pays, plusieurs États, a poussé les Serbes à la faute. Jusqu'à attaquer les Serbes. Démanteler la République Yougoslavie. Aujourd'hui, la République yougoslave a laissé place à la République de Serbie, la République de Monténégro, la République de Croatie, la République du Kosovo, la République de la Macédoine. Vous comprenez? La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, parce qu'ils ont poussé les Serbes. Rentrons au Cameroun. Ils disent que mes beaux-frères, c'est les plus sages. C'est les plus beaux.
c'est le plus dynamique. C'est le même modus operandi qui s'est passé en Yougoslavie. Ne perdez pas de vue qu'ils l'ont appliqué chez les anglophones. Depuis que nous vivions dans ce territoire, on n'avait jamais appris que un Bayangé a coupé la tête d'un Bakossi. On n'avait jamais entendu qu'un Bakossi a coupé la tête d'un Bakwiri. On n'avait jamais entendu. On n'a jamais entendu qu'un Bamileke du Libé Alem, un Tchang du Libé Alem, a coupé la tête d'un Balondo. Jamais. Mais on est allé leur dire que nous allons tout faire pour vous donner votre république. La vraie raison, c'était de créer une tension qui va concourir à la déstabilisation du pays. Un chaos lent. Retenez toujours ce que je vous ai dit. Les territoires africains doivent être sous la coupe des multinationales avec les chefs de gang dans chaque province, dans chaque État. Parce que les républiques africaines sont un frein à l'idéologie du capitalisme. Il faut abattre les États, mettre dans chaque village un chef de gang qui lui va neutraliser toute la population. Territoire de non-droit. Ce que je vous parle là, on l'a appliqué en République démocratique du Congo à l'heure où je vous parle. Ça s'applique en RDC, à l'Est. C'est un territoire de non-droit commandé par des chefs de gang. Chacun contrôle une mine. Toi, ton secteur, c'est le cobalt. Toi, ton secteur, c'est l'or. Toi, ton secteur, c'est le diamant. Toi, ton secteur, c'est le tungstène. Toi, ton secteur, c'est l'uranium. C'est comme ça l'Est de la RDC. Pour enchérir ce que je suis en train de vous dire. Je vous montre l'image de Haïti. Je veux que, après l'assassinat du président haïtien Juvenal, le pays est devenu un territoire de non-droit. L'impérialisme a repris sa vengeance après le combat héroïque de Toussaint Louverture. Aujourd'hui, Haïti est un territoire de non-droit. Tu arrives à Port-au-Prince, c'est un territoire de gang. C'est un territoire de gang. Chaque quartier à Port-au-Prince en Haïti est géré par un groupe de gangs. Entre-temps, on exploite la mine d'or qui a fait en sorte qu'ils ont créé un tremblement de terre en Haïti en 2000 quoi. Parce qu'il fallait vider les populations de cette île. Ils sont allés en mer, creuser un puits, envoyer une bombe là-bas, nucléaire. Ils ont fait exploser la bombe. Ça a créé un tremblement de terre. Aujourd'hui, c'est la réalité. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un rêve. C'est ça, c'est ce programme qui est au Cameroun. S'il vous plaît, partagez, mettez le cœur. J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. S'il vous plaît, si vous m'écoutez,
mettez seulement oui. Avant que je continue, parce que j'ai l'impression, parce que c'est figé, je ne comprends pas. Si vous me suivez, s'il vous plaît, mettez oui. Que ça me rassure. J'ai l'impression. Parce que je vois les messages, ça n'avance pas, ça recule pas. C'est comme si c'est figé. Je ne sais pas si on m'écoute. S'il vous plaît, mettez les cœurs parce que j'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas ce qui se passe. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Des fois, nos petits pique-niques. S'il vous plaît, j'ai l'impression qu'on ne me suit pas. Et nos petits. Depuis une semaine, le chaos a de nouveau envahi les rues de Port-au-Prince. Les Haïtiens n'en peuvent plus d'avoir peur, d'avoir faim et de manquer de tout, y compris d'eau potable. L'eau potable est un problème, dit cet homme, on en cherche partout et on ne trouve rien. Les gangs qui bloquent des routes, empêchant la livraison de marchandises et l'inflation galopante ont provoqué des pénuries de presque toutes les denrées. Et les stations sont fermées depuis des semaines. C'est encore le coût de l'essence qui a mis le feu aux poudres. La misère abjecte dans laquelle végète un trop grand nombre de nos concitoyens. Dans un rare discours à la nation, le Premier ministre a annoncé le 11 septembre la fin des subventions sur le carburant. Résultat, le prix de l'essence à la pompe a plus que doublé d'un coup. C'est pourquoi les gens sont en colère, parce que une augmentation des prix équivaut à une augmentation des prix des produits de première nécessité. La colère populaire a explosé dans les jours suivant l'annonce du Premier ministre. Les affrontements aux barricades ont fait au moins un mort et de nombreux blessés et provoqué l'arrêt complet de l'activité économique. Tout est à l'arrêt. Aujourd'hui, la semaine dernière déjà, il y avait aucune activité formelle et informelle. Le transport en commun était à l'arrêt, les banques, les supermarchés. Et aujourd'hui, il y a des barricades qui sont levées, mais cela n'implique pas une reprise des activités. Les subventions sur le carburant représentaient le quart de tout le budget de l'État haïtien. Le Fonds monétaire international a exigé qu'elle soit supprimée en échange de son appui financier. Mais le faire d'un seul coup était risqué. Cela vient avec les conséquences que l'on connaît, avec notamment des scènes de pillage dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont enregistrer d'énormes pertes après ces mouvements de contestation. Quand il y a une période de manifestation intense, il est plus sage pour la sécurité du public et des employés canadiens et locaux de l'ambassade de fermer et de fonctionner en télétravail. L'ambassadeur estime que la colère des Haïtiens est légitime. Il croit qu'il faut continuer d'aider le pays à combattre l'insécurité chronique, la source de tant de souffrances. C'est pourquoi le Premier ministre Trudeau présidera demain à New York une réunion sur la crise haïtienne. Le Premier ministre a décidé de convoquer cette réunion pour pouvoir encourager d'autres partenaires à venir avec nous pour renforcer la police nationale d'Haïti, qui est selon nous la solution au problème sécuritaire d'Haïti. Si la situation sécuritaire s'améliore, cela permettrait aux Haïtiens de retourner travailler et d'organiser des élections. Car depuis plus d'un an, les institutions publiques, comme le Parlement et les tribunaux, sont complètement dysfonctionnelles.
Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal. Je ne sais pas si vous me suivez, vraiment, je suis obligé de mettre fin au direct. Je ne sais pas si j'ai demandé de plus d'écrire. Oui, je ne vois pas un message. On se voit demain. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois pas de message. Rien n'avance. Mettez les cœurs. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Oui, allô? Ouais. Ouais, je suis encore dans le direct. Je t'appelais là parce que je voulais savoir à peine si Valis est dans quel état. Ah, donc c'est un état. Ok. 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 Oh, on me suit bien. Hein? Ok, mais peut-être le message ne circule pas. Oui, moi je ne vois pas. Attends un peu, j'essaie un peu d'entrer dans le direct avec le téléphone, voir. Ok, donc je continue. On donne les équipements, on aide l'équipe, on est là. Ok, bon, tout à l'heure. On met pour le coq sportif. Pardon, on met pour le coq sportif. Il y a un dernier sujet que je veux traiter avec vous. Avant qu'on ne se sépare, je vais commencer, mais je vais finir ça demain. Les vraies raisons de la guerre en Ukraine. On dit tous les jours que c'est à cause de la guerre en Ukraine qu'il y a la vie chère. C'est à cause de la guerre en Ukraine qu'il y a l'inflation. À cause de la guerre en Ukraine qu'il y a
crise économique. Mais c'est faux, mes frères. Les vraies raisons. Il faut remonter dans l'histoire. Et je vais vous raconter ça, commencer à raconter un peu aujourd'hui. Retenez une chose. Après la Première Guerre mondiale, on a frappé l'Allemagne. Lorsqu'on a frappé l'Allemagne, les Américains ont proposé aux Européens, puisque vous êtes à genoux, nous voulons que notre monnaie soit la monnaie d'échange international. Mais les Américains, sachant bien que cette politique sera avantageuse pour eux parce que ça va permettre à créer une demande du dollar et ils peuvent s'endetter infiniment. Ça aboutit à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que les Américains vous allez bien observer qu'ils sont toujours entrés à la dernière minute en guerre. Ils voulaient d'abord vous épuiser, ils préfèrent financer les deux camps. Ils financent Hitler, ils financent les Anglais et Staline. Ils voient de quel côté ça balance, après ils prennent un camp. Mais présentement, la vraie raison, c'est que lorsque les Américains, avec la signature de Henry Kissinger avec l'Arabie Saoudite, tout ça c'est à la fin ça c'est après la crise pétrolière, on a chassé le Shah d'Iran. 79, quelque chose comme ça. Les Américains, Kissinger va voir les Saoudiens. Kissinger dit aux Saoudiens, nous voulons faire un deal avec toi. Vends ton pétrole en dollars. Et fais en sorte que les membres de l'OPEP, c'est-à-dire Organisation des pays producteurs du pétrole, acceptent les transactions financières qu'en dollars. Pas avec notre monnaie. D'où cette alliance entre Kissinger et le roi Saoud, c'est la naissance des pétrodollars. Donc, la demande du dollar sur le marché mondial du pétrole va faire en sorte que les Américains peuvent financer leurs dettes. Les Américains peuvent imprimer le papier comme ils veulent pour créer leur demande intérieure. Ils peuvent acheter toute la terre. Mais les Américains se rendent bien compte que pour que ça marche, il faut qu'ils aient une armée très puissante. L'homme qui va vouloir remettre ça en cause trouve malheur en chemin. C'est ça qui est à l'origine de la première guerre du Golfe. C'est ça qui est à l'origine. Lorsque les Européens commencent à dire à Saddam Hussein de vendre son pétrole en euros, c'est ça l'origine de la première guerre du Golfe. Tous les pays qui ont voulu remettre ce système en cause ont été démantelés. Les pétrodollars. Et les banques américaines ont donc commencé à prêter ces pétrodollars. Parce que les pétrodollars ont donc commencé à prêter cet argent qu'on a juste imprimé. Mais où la production de la richesse n'était pas rattachée à ça. C'est ça qui est donc, c'est ça qui est là dehors, c'est ça qui crée la bulle financière. Où on cherche depuis, qui va supporter cette bulle financière pour permettre aux États-Unis d'endetter dans ces pays avec cet argent.
cette boule financière qui est sur les marchés financiers, où la production de la richesse est 10%, la production monétaire est à 90%. Donc il y a plus de dollars créés que la richesse créée dans tout le monde entier, qui représente les 10%. Il faut une guerre. Nécessairement, il faut une guerre. Pour détruire tout. Ceux qui seront vaincus, on va leur imputer la dette. On reproduit les conditions qui avaient créé la deuxième. Comme on va faire la troisième, on va recréer les conditions pour créer la quatrième. Les gens vont encore vivre encore peut-être 50 ans de paix ou bien 40 ans, 30 ans de paix et après le cycle recommence. Parce que les gens ont dit aux gens, l'économie c'est de l'école, c'est les calculs. L'économie c'est un rapport de force. Le droit c'est un rapport de force. Je te domine, je t'impose ma loi. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir les professeurs d'économie qui ont des entreprises. Aucun professeur d'économie n'a une entreprise. Aucun. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend le risque. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que je m'en prends beaucoup aux fonctionnaires camerounais. C'est pour ça que je m'en prends beaucoup aux fonctionnaires camerounais. Parce qu'ils ne prennent pas le risque. Ils se contentent. Personne ne peut quantifier le rendement des fonctionnaires d'un État africain. On ne peut pas quantifier leur rendement. Par contre, moi, on peut quantifier mon rendement. Tous les jours, quand je sors de ma maison, je vais au travail. J'ai un objectif clair. Je dois faire par jour 3 machines. Je dois mettre en position location de 3 machines par jour. Si je prends une machine, je commence à la checker et que je trouve qu'il y a des pièces que je dois commander, que je n'ai pas les pièces, que le magasin n'a pas de stock pour ces pièces. Je prends la machine, je mets dehors, je commande les pièces, j'attends, je prends une autre. Mais je dois faire mes 3 machines par jour. Tu ne peux pas les faire sur le fonctionnaire. Tu ne peux pas. C'est les gens qui ne prennent pas de risques dans leur vie. Il va au travail, il s'assoit. Il commence à taper les divers. Ils n'ont rien à faire. Mais lorsqu'il faut manger, c'est eux qui mangent les 80%. C'est le piège des républiques africaines. Revenons donc au dollar. Les Américains donc se rendant compte donc du système avec les pétrodollars commencent donc à avoir une armée. Ils disent que ce système, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait une puissante armée. C'est comme ça que les Américains décident donc de ne plus faire de l'économie, d'imposer ce système par la force. D'où l'entrée des idéologues dans la scène politique américaine. Les Paul Wolfowitz, les Richard Pearl, le vice-président, les Dick Cheney. C'est comme ça que toute la droite américaine, les gauchistes américains, sont, au lieu de faire de la politique, voire même de l'économie et de l'idéologie, sont entrés dans la danse. Il faut perdurer le système de pétrodollar coûte que coûte. Mais sauf qu'ils ont commis des erreurs dans le système.
leurs propres alliés d'hier, ils ont commencé à avoir des plans derrière leurs propres alliés. Prévoir diviser l'Arabie Saoudite en 5 États, éclater tous les petits monarchies du Golfe. Déjà, les petits monarchies que vous voyez là, c'est les petits territoires. On prévoit encore les éclater. D'où le revirement de l'Arabie Saoudite qui est au centre du pétrodollar. C'est pour ça que on a tout fait pour pousser l'Ukraine à attaquer la Russie. L'Ukraine a attaqué la Russie le 24 mars 2022. La Russie a anticipé, elle a attaqué le premier. C'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie raison. Comme d'habitude, leur philosophie, entrer en guerre à la dernière minute. C'est pour ça que vous voyez les Russes ont changé de tactique. Lorsque les Russes se sont rendus compte qu'on fait la guerre contre l'OTAN, changé de tactique. Dès que l'Ukraine lance une contre-offensive, les Russes se retirent. Dès qu'ils se retirent, l'Ukraine entre. Dès que l'Ukraine entre, ils déposent les artilleries. Ils pilonnent, ils massacrent les Ukrainiens. Ils reviennent encore, ils prennent position. Ça fait que cette philosophie fait en sorte qu'ils ne perdent presque plus de militaires. Dès qu'on dit l'Ukraine fait la contre-offensive, les médias mensonges parlent. Les Russes se retirent. Parce que l'Ukraine, ils ont bunkerisé leur matériel, le matériel militaire. Donc, les Russes ont dit que ça ne sert à rien. C'est qu'on les cherche, ils vont rester là-bas dans les trous comme ils se sont enterrés. Attendons-les qu'ils sortent. Dès que les Ukrainiens sortent pour faire une contre-offensive, les Russes se retirent. Comme ils ont une artillerie puissante qui va à près de 50, 100 km, ils se retirent. Les Ukrainiens entrent machin. Après, on le pilonne et catombe. C'est pour ça. Les Russes ont compris ça. Ils ne sont plus en train de dire qu'il faut. Non, ils ont compris que pour le moment, le territoire qu'on a pris là, on fait d'abord le référendum pour devenir indépendant. Parce que le véritable problème, c'est la faiblesse des États-Unis face à la création monétaire papier qu'ils font face. Qu'ils font face. Parce que pour payer les gens qui ont ces dollars, qui réclament l'or physique, il faut dévaluer d'abord le dollar. Et les gars trouvent qu'il faut plutôt passer en force en faisant une guerre. Imposer aux autres. Et les pays africains sont une proie facile. C'est pour ça qu'on a d'abord voulu déstabiliser tous les pays africains. Et c'est la France qui avait le projet. C'est pour ça que nous disons, par exemple, au grand frère Yannick Noah, attends, on ne peut pas t'embarquer dans une histoire pareille. Pour t'embarquer dans une histoire pareille, tu ne comprends pas. On a voulu déstabiliser tous les pays africains pour ce projet. Il a fallu déstabiliser tous les pays africains pour ce projet. Et aujourd'hui, heureusement pour le Cameroun, parce que le Cameroun a un président, il est sage et rusé. Bonne soirée, on continue demain avec le sujet.